Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis sur le territoire des sangliers. J'ai croisé en venant, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais attendez, oui, c'est du blé. Donc en fait, j'étais sur un chemin et j'entends le blé se froisser. Et c'est assez étrange, je me doutais que c'était un sanglier. Ça fait quand même une sensation étrange d'entendre juste le blé se froisser comme ça. Et puis, d'un coup, surgit sur la route ce sanglier qui était, ma foi, assez beau, à peine 2 mètres de moi, mais qui a été plus effrayé par moi que le contraire, puisque moi je l'avais entendu arriver et je pense que lui ne m'avait pas entendu. Alors quand il m'a vu, il a accéléré le mouvement. Voilà. Pourquoi je vous racontais ça? Parce que je pense qu'ils ne sont pas ici. Donc tout ça pour dire que j'accélère ma lecture, la 4e partie du Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Tous se rangèrent à cet avis. On se mit en route sur l'heure, on s'approche enfin de la cour où était la reine, le roi et le sénéchal Queux, ensemble, mais où était aussi le traître. Cet homme plein de perfidie qui a jeté dans d'affreux troubles pour Lancelot tous ceux qui viennent. Ils se disent mortellement trahis et se lamentent, accablés. Peu courtoise était la nouvelle qui apportait ce chagrin à la reine. Elle s'en accommode pourtant au mieux qu'elle peut, car elle doit pour monseigneur Gauvin manifester quelque joie. C'est ce qu'elle fait. Elle ne peut pourtant cacher si bien son chagrin qu'il n'y paraisse. Elle ne peut échapper ni au chagrin, ni à la joie. Pour Lancelot, le cœur lui manque, mais devant monseigneur Gauvin, elle paraît folle de joie. En apprenant la nouvelle de la disparition de Lancelot, chacun est bouleversé. Le roi aurait eu une grande joie à la venue de monseigneur Gauvin, un grand plaisir à faire sa connaissance, mais le voilà morne et prostré de douleur, le cœur lourd de savoir Lancelot trahi. La reine cependant le presse en insistant pour qu'il le fasse chercher sans perdre un seul instant d'un bout à l'autre de sa terre. Alors monseigneur Gauvin, Queux et tous les autres sans exception l'en prit instamment eux aussi. « Laissez-moi donc seul m'en charger, dit le roi, et n'en parlez plus. Voici longtemps que j'y suis prêt. Je saurais bien faire mener, sans qu'on m'en prie, cette recherche. » Chacun s'incline devant lui, et le roi envoie aussitôt ses messagers par le royaume, d'habiles serviteurs connus de tous. Ils ont, à travers le pays, demandé de ses nouvelles. Ils se sont enquis partout, mais sans rien apprendre de sûr. N'ayant rien trouvé, ils reviennent là où les attendent les chevaliers, Gauvin et Queux et tous les autres, qui se disent prêts à partir en armes, lancent en arrêt à sa recherche, sans plus envoyer personne à leur place. Un jour, comme ils sortaient de table et qu'ils étaient tous dans la salle en train de s'armer, car il le fallait désormais et il n'y avait plus qu'à partir, un jeune homme fit son entrée. Il passa à travers leurs rangs pour s'arrêter devant la reine. Elle avait bien perdu son teint de rose, car elle avait un tel chagrin d'être sans nouvelles de Lancelot que ses couleurs s'en étaient altérées. Le jeune homme la saluait, puis il salue le roi près d'elle, puis Queux et monseigneur Gauvin, ainsi que tous ceux qui restaient. Il tenait une lettre à la main, qu'il tend au roi, lequel la prend et la fait lire à haute voix par quelqu'un qui sait le faire sans faute. Le lecteur sut bien leur dire ce qu'il vit écrit sur le parchemin. D'abord que Lancelot salue le roi comme son bon seigneur, qu'il le remercie de l'honneur qu'il lui a fait et de ses bienfaits, en se mettant lui-même entièrement pour toute chose à son commandement. Qu'on sache aussi en toute certitude qu'il est avec le roi Arthur, en parfaite santé, plein de vigueur, et qu'il mande à la reine de s'y rendre, si elle y consent, et que monseigneur Gauvin et Queux l'accompagnent. La lettre offrait aussi de quoi bien l'identifier. On y crut, et on fut rempli d'allégresse.
La cour est toute bruyante de joie. On se dit prête à s'en aller le lendemain, au point du jour. Et sitôt le matin venu, ils font tous leurs préparatifs. Les voici levés, en selle et en route, sous la conduite du roi qui les suit dans un joyeux climat de fête sur un long bout de leur chemin. Jusqu'au sortir de sa terre, il les accompagne. Une fois franchi la limite, il fait ses adieux à la reine, puis aux autres sans exception, et la reine, en prenant congé, le remercie courtoisement pour tout le soin qu'il a pris d'elle. Lui mettant les 2 bras autour du cou, elle lui propose ses bons offices ainsi que ceux du roi son époux. Elle ne peut pas promettre mieux. Monseigneur Gauvin s'oblige envers lui comme envers un seigneur et un ami. Que puis les autres font de même. Sur ce, on se remet en route. Le roi les recommande à Dieu et il les salue tous les 3, puis les autres, et s'en retourne. J'ai peur que vous entendiez le vent, je ne sais comment me mettre. La reine, de toute la semaine, ne s'est attardée nulle part, non plus qu'aucun de ceux qu'elle emmène. Enfin parvient à la cour la nouvelle de l'arrivée prochaine de la reine, ce qui enchanta le roi Arthur. Mais c'est aussi pour son neveu que son cœur ressent tant de joie, à la pensée que sa prouesse lui vaut le retour de la reine, de qu'eux et du reste des gens. Mais il en va tout autrement. La cité s'est vidée pour eux. Tous se portent à leur rencontre. Chacun, qu'il soit noble ou manant, dit, en arrivant devant eux, « Bienvenue à Monseigneur Gauvin, qui nous a ramené la reine et rendu tant de prisonniers et tant de dames exilées. » Mais Gauvin leur a répondu, « Seigneur, cet éloge n'est pas de mise, ne vous donnez plus cette peine, je n'y ai eu aucune part. L'honneur qu'on me rend me fait honte, car je n'ai pu venir à temps, j'ai échoué par ma lenteur. C'est Lancelot qui fut au rendez-vous et qui en reçut plus de gloire que n'en eut jamais chevalier. Où est-il donc, très cher Seigneur, quand ici même on ne le voit? Où? S'étonne aussitôt Gauvin. Mais à la cour de Monseigneur le roi, n'y est-il donc pas? Non, pour sûr, ni non plus dans tout le pays. Depuis que Madame la Reine fut emmenée, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. » Gauvin a maintenant compris que la lettre était un mensonge, qui les avait tous abusés. Ils ont été dupes de la lettre. De nouveau, la douleur les gagne. Leur deuil est manifeste en venant à la cour et le roi cherche tout de suite à savoir ce qui s'est passé. Il trouva sans peine qui sut lui dire l'œuvre accomplie par Lancelot, comment reviennent grâce à lui la reine et tous les prisonniers, comment, par quelle trahison le nain le leur avait soustrait. Cette chose déplaît au roi et lui cause un très grand tourment, mais son cœur est si transporté de joie à cause de la reine que la joie efface le deuil. Quand il à la personne qu'il désire le plus, il se soucie bien peu du reste. Mais tandis que la reine était loin du pays, je crois savoir qu'on avait tenu un conseil entre les dames et les demoiselles qui étaient privées d'aide et qui avaient l'intention déclarée de se marier prochainement. À cette réunion, on décida d'organiser un grand tournoi que tiendrait la dame du Py contre celle de Pommeglas. Ceux qui se montreront les pires ne mériteront plus qu'on parle d'eux, mais ceux qui seront les meilleurs auront leur amour, disent-elles. Le tournoi sera proclamé partout dans les pays voisins comme dans les terres lointaines. On annonça pour le jour du combat une date très éloignée afin qu'il y eût le plus de monde possible. Or, la reine revint avant le terme qu'on avait fixé. Aussitôt qu'elles ont appris que la reine était arrivée, elles ont pour la plupart pris la route pour se rendre jusqu'à la cour devant le roi et l'ont pressé vivement de leur accorder un don conforme à leurs désirs. Et le roi les a assurés, avant de savoir ce qu'elles voulaient, qu'il répondrait à tous leurs souhaits. C'était, comme elles le lui dirent, de bien vouloir laisser la reine venir assister au tournoi. Et lui, qui n'aimait pas refuser, l'accepte si elle y consent. Celles-ci en sont toutes heureuses et elles vont trouver la reine et de lui dire sur le champ « Madame, n'allez pas reprendre ce que le roi nous a donné. » « Qu'est-ce donc? Dites-moi tout, leur a-t-elle alors demandé. « Si vous voulez, lui disent-elles, assister à notre tournoi, il ne veut pas vous retenir et il n'y contredira pas. » Elle a dit qu'elle s'y rendra du moment qu'il le lui permet. Par tout le royaume aussitôt, en envoyant des messagers, les demoiselles font savoir qu'au jour annoncé du combat, elles amèneraient la reine. La nouvelle est allée partout, au loin, tout près, et ça et là.
Elle est même, au bout de sa route, allée se répandre au royaume d'où nul ne revenait jamais avant ce jour qui a vu chacun y entrer et en sortir à son gré sans qu'on y fît défense aucune. La nouvelle, dite et redite d'un bout à l'autre du pays, arriva chez un sénéchal du déloyal Méléagant, ce maudit traître, que le diable l'emporte. Il avait Lancelot en garde. Chez lui, il avait mis en prison Méléagant, son ennemi, qui le haïssait d'une telle haine. Lancelot eut donc connaissance du tournoi et du jour fixé. Depuis les yeux toujours en larmes, il eut le cœur constamment triste. Quand la dame de ce logis le vit à ses tristes pensées, elle le prit à part pour lui parler. « Pour Dieu, monseigneur, pour votre âme, dites-moi sans mentir, fait-elle, pourquoi vous êtes si changé ? Vous ne buvez ni ne mangez, je ne vous vois plus vous distraire ou rire. Dites-moi en toute confiance le souci qui vous préoccupe. » « Ah, madame, si je suis triste, au nom du ciel, qu'y a-t-il là d'étrange ? Je suis bien trop désemparée de ne pouvoir être présent là où sera réuni tout bien en ce monde, à ce tournoi où se rassemble le peuple et où la terre tremble. Et cependant, s'il vous plaisait, avec cette bonté que Dieu a mise en vous, de me permettre d'y aller, vous auriez l'entière assurance que j'aurais pour seule règle de conduite de revenir ici même en prison. « Je le ferais vraiment, dit-elle, très volontiers, si je ne voyais là ma ruine et ma mort tout ensemble. Je crains si fortement mon maître, Méléagant, si mauvais par nature, que je n'oserais pas le faire. Il en tuerait mon mari. Si je le crains, pourquoi s'en étonner? Vous savez bien sa cruauté. Madame, si vous avez peur qu'aussitôt après le combat, je ne retourne pas dans votre prison, je suis prêt à vous faire le serment dont je ne veux être parjure, qu'il n'est rien qui me retiendra de revenir ici en prisonnier aussitôt après le tournoi. » « Eh bien, lui dit-elle, j'y consens, à une condition. »« Et laquelle, madame ? » ?»« Que vous me juriez, monseigneur, répond-elle, de revenir et me garantissiez de plus que votre amour sera pour moi. Tout celui dont je dispose, madame, je vous le donne à mon retour. » Autant dire que je n'ai rien, fait la dame tout en riant. Vous avez à ma connaissance donné et recommandé à autrui l'amour dont je vous ai prié. Je ne dédaigne pourtant pas d'en prendre le peu que je puis avoir et m'en tiendrai à ce qui est possible. Mais vous me ferez le serment que vous vous conduirez en sorte de revenir ici, même en prison. Lancelot lui prête ainsi qu'elle veut le serment sur la sainte église de revenir sans faute, et la dame aussitôt lui donne les armes vermeilles de son mari et son cheval qui était beau à merveille, puissant et ardent. Il étincelle, il est parti, revêtu de ces belles armes qui avaient tout l'éclat du neuf. Il est enfin venu au Py et s'est tenu de ce côté, tout en logeant hors de la ville. Vit-on jamais homme si vaillant en pareil endroit? C'était tout exigu et bas, mais il ne voulait pas se loger là où on le reconnaîtrait. Nombre de chevaliers d'élite s'étaient rassemblés au château, mais dehors ils étaient bien plus, car il y en avait tant qui vinrent pour la reine qu'un bon 5e ne put trouver d'habitation. Pour un devenu, en voici bien 7 dont aucun n'eût été présent si ce n'était pour voir la reine. À 5 bonnes lieues à la ronde, des seigneurs s'étaient installés dans des tentes et dans des huttes. C'était merveille que de voir autant de dames, de demoiselles gracieuses. Lancelot avait posé son écu dehors à la porte de son logis. Afin de se mettre à son aise, il s'était désarmé et allongé sur un lit très peu à son goût, étroit, mince de matelas, couvert d'un grossier drap de chanvre. Lancelot, ses armes ôtées, s'était donc couché sur ce lit, dont l'état était misérable. Mais voici qu'arrive un vaurien, un héros d'armes en simple chemise, qui avait mis en gage à la taverne sa tunique avec ses chaussures. Il s'en venait nu-pieds en toute hâte, dans le vent et sans son manteau. Il a vu l'écu devant à la porte et l'a regardé, sans le reconnaître ni deviner à qui il était. Il ignore qui pouvait le porter. Cependant, l'entrée est ouverte. Il pénètre et voit sur le lit Lancelot, qu'au premier coup d'œil il reconnut, en se signant. Lancelot lui a signifié qu'il lui faudrait rester muet à son sujet où qu'il aille, car s'il disait qu'il l'avait vu, il vaudrait bien mieux pour lui s'être arraché les yeux ou brisé le cou. « Monseigneur, répond-il, pour vous j'ai eu et j'ai toujours beaucoup d'estime. Aussi longtemps que je vivrai, je ne ferai aucun prix, chose qui me vaille votre colère.
D'un bond, il sort de la maison et s'en va crier à tue-tête. « Voici venu celui qui en prendra la mesure! Voici venu celui qui en prendra la mesure !» Ce diable allait le crier de partout. De tous côtés, les gens sortent, lui demandant ce qu'il crie. Il n'a pas l'audace de le dire, se contentant de répéter ces mots qui furent dits alors pour la première fois. « Voici venu celui qui en prendra la mesure !» Ce héros fut pour nous un maître. Il nous a appris cette façon de dire, l'expression est venue de lui. Les groupes se sont rassemblés, la reine avec toutes les dames, des chevaliers, d'autres personnes encore. Sergents, piétailles étaient en foule partout, à droite comme à gauche. Au lieu prévu pour le tournoi, on avait installé de hautes tribunes en bois où devait se tenir la reine, les dames et les demoiselles. On n'a jamais vu plus belle série de loges, aussi longues, aussi bien faites. C'est là que sont venues les dames au grand complet après la reine, dans leur désir d'assister au tournoi et de voir qui fera le meilleur, qui le pis. Les chevaliers viennent par groupes de 10 ou de 20 ou de 30, 80 ici, là 90 ou 100 ou davantage ou 2 fois plus. Si grand est leur rassemblement devant les loges et autour que la mêlée peut s'engager. Avec ou sans armes, les voici en présence. Les lances font croire à une forêt. On en avait tant apporté sur l'ordre de ceux qui veulent s'y exercer qu'on ne voyait rien d'autre qu'elles, avec leurs gonfanons et leurs bannières. Les jouteurs s'élancent pour la joute et ils trouvent de nombreux concurrents venus pour jouter. Les autres se préparaient à leur tour pour accomplir d'autres exploits. Ainsi se couvrent les prairies, les labours et les jachères de chevaliers en si grand nombre qu'on ne saurait le calculer. Pourtant, Lancelot fut absent de cette première rencontre. Mais dès qu'il vint à travers la prairie, le héros, en l'apercevant, ne put s'empêcher de crier « Voici celui qui en prendra la mesure! Voici celui qui en prendra la mesure !» « Qui est-ce » lui demande-t-on, mais il ne veut en dire plus. Lancelot est entré dans la mêlée, il en vaut à lui seul 20 des meilleurs, et il commence par de tels faits d'armes qu'on ne peut détacher les yeux de lui où qu'il se trouve. Il y avait dans le camp de Pommeglas un chevalier plein de vaillance, monté sur un cheval fougueux, plus rapide qu'un cerf de lande. C'était le fils du roi d'Irlande, qui accomplissait des prouesses. Mais le chevalier inconnu plaisait à tous 4 fois plus, et tous s'inquiétaient de savoir. Qui est-il donc pour être si vaillant ? Alors la reine prend à part une demoiselle fine et avertie et lui dit « Mademoiselle, il vous faut exécuter un message au plus vite qui tient de brèves paroles. Descendez au pied de ces loges et allez-moi jusqu'à ce chevalier qui porte cet écu vermeil. Vous lui direz sans qu'on entende que de moi vient cet ordre au pis. » Celle-ci est à droite et prompte à faire ce que veut la reine. Elle s'est mise après le chevalier. Venant enfin tout contre lui, elle lui glisse avec adresse, loin de toute oreille indiscrète. « Monseigneur, Madame la reine vous mande ceci par ma bouche, que ce soit au pis. » À ces mots, il lui répond « Oui, de grand cœur. » En homme qui est tout entier à la reine. Il se porte alors contre un chevalier de tous les lances de son cheval et maladroit manque son coup. Depuis ce moment jusqu'à la tombée du soir, il fit tout du pis qu'il pouvait, puisqu'ainsi le voulait la reine. Mais l'autre, en lançant son attaque, ne se fit pas faute de l'atteindre, le coup est violent, dur et appuyé. Lui-même prend alors la fuite et de tout ce jour, il ne tourna plus vers aucun chevalier le col de sa monture. Dut-il mourir, il n'eut rien fait qui ne le couvrît à ses yeux le plus indignement de honte. Il montre des signes de peur devant tous ceux qui viennent à passer. Les chevaliers se rient de lui et ils en font des gorges chaudes, eux qui l'admiraient au début. Quant au héros qui aimait répéter l'un après l'autre, tous il les vaincra, le voici morne et consterné devant les injures moqueuses de ceux qui disent « Plus un mot, l'ami, ton homme n'en prendra pas la mesure, il a si bien tout mesuré à son aune qu'elle est brisée, l'aune que tu vantais. » Que penser ? Se demande la plupart. Il était tout à l'heure si vaillant et le voici devenu si poltron qu'il n'ose attendre un seul des chevaliers. Peut-être doit-il son premier exploit à son ignorance des armes. Aussi s'est-il d'entrée montré si fort que ne pouvait lui résister aucun chevalier, même d'expérience, car il frappait comme un dément. Il a maintenant appris le métier au point de ne plus jamais de sa vie avoir le désir de porter les armes. Il n'a plus le cœur à l'ouvrage. Il n'y a si poltron au monde. Et la reine, attentive à regarder, s'en est vivement réjouie, car elle sait, se gardant d'en rien dire, qu'il s'agit bien de Lancelot. Ainsi, il s'est fait passer pour un lâche tout le jour jusqu'au soir. Vêpres passées, on se sépare. S'élève alors un grand débat pour savoir
Lesquels l'avaient emporté? Le fils du roi d'Irlande pense que lui revient sans conteste possible toute la gloire du tournoi. Mais il se trompe lourdement, car plus d'un l'avait égalé. Le chevalier Vermeil lui-même sut plaire aux dames et aux jeunes filles, aux plus gracieuses et aux plus belles d'entre elles, au point qu'il les a fait rêver plus qu'aucun autre ce jour-là, car on avait bien vu comment il s'était conduit tout d'abord, sa vaillance et sa hardiesse, avant de se changer en lâche sans plus attendre un seul des chevaliers, si bien que le pire d'entre eux l'aurait, s'il eût voulu, renversé et fait prisonnier. Mais tout le monde trouva bon de revenir le lendemain sans faute au tournoi, afin que soient pris pour mari par les demoiselles ceux auxquels reviendrait l'honneur de la journée. Tel est bien en effet leur dessein. Sur ce, chacun regagne son logis. Mais une fois qu'ils sont rentrés, il s'est trouvé un peu partout des gens pour commencer à dire « Mais où est donc passé le pire des chevaliers, ce bon à rien? Où est-il allé se cacher? Où le trouver? Où le chercher ?» Peut-être ne va-t-on plus le revoir, car lâcheté l'a mise en fuite. Elle pèse tant sur ses bras qu'il n'y a pas plus lâche en ce monde. Mais a-t-il tort? Il est 100 000 fois plus confortable d'être un lâche que d'être un preux, un vrai guerrier. Lâcheté à la vie facile, aussi lui a-t-il donné un baiser de paix et reçu d'elle tous ses biens. Jamais, en vérité, prouesse ne s'avilit au point de se loger chez lui ou de venir s'asseoir à ses côtés. Mais chez lui, il s'est réfugié tout entière lâcheté, laquelle a trouvé un hôte à sa dévotion et à son service qui, pour lui faire honneur, se déshonore. Il passe ainsi la nuit à se moquer, ces médisants, qui s'en étranglent, mais tel souvent médit d'autrui qui est pire en fait que celui qu'il blâme et qu'il méprise. Chacun en dit ce qui lui plaît. Et de nouveau, au point du jour, tout le monde était fin prêt et l'on s'en revint au tournoi. Revoici la reine aux tribunes avec les dames et les jeunes filles, accompagnées de nombreux chevaliers qui se trouvaient là sans leurs armes, car ils s'étaient croisés ou constitués prisonniers. Ceux-ci leur décrivent les armes des chevaliers qu'ils estiment le plus. Là, voyez-vous, se lance-t-il, ce chevalier avec l'écu qui porte à une bande d'or, c'est Governal de Roberdic. Et voyez-vous, après celui qui sur son écu côte à côte porte à une aigle et un dragon, c'est le fils du roi d'Aragon. Il est venu dans ce pays pour conquérir estime et gloire. Et son voisin, le voyez-vous, celui qui part au galop et joute si bien, à l'écu parti de Sinople, à un léopard sur le Sinople et d'azur sur l'autre moitié, c'est ignorer le désiré et l'amoureux, celui qui plaît. Et cet autre qui, sur l'écu, porte à deux faisans bec à bec, c'est Coguillan de Mautirec. Et à côté, voyez-vous, ces deux-là, sur leurs chevaux gris pommelés qui portent d'or au lion gris-brun. L'un a pour nom Sémiramis et l'autre c'est son compagnon. Ce sont les mêmes armoiries que l'on voit peintes. Remarquez-vous celui qui meuble son écu d'une porte peinte, d'où l'on croit voir sortir un cerf. Sur ma parole, c'est le roi Hyder. Il détaille ainsi ce qu'il voit d'en haut. Cet écu fut fait à Limoges, d'où Pilate l'a rapporté. Il n'a que le combat en tête, c'est là son plus ardent désir. Cet autre provient de Toulouse, le Lorrain aussi, et le Poitrail, c'est que d'Estro qui les rapporta. Et celui-là sort de Lyon, sur le Rhône. Il n'y en a pas de meilleur sous le ciel. Pour avoir su le mériter, Tholas de la Déserte l'a reçu. Il sait bien le porter et s'en couvrir. En voici un autre dont l'œuvre est anglaise. Il fut fait à Londres. Vous y voyez deux hirondelles qu'on dirait prêtes à l'envol. Immobiles pourtant, offertes à tous les coups des aciers poitevins. Il est porté par le jeune Thoas. C'est ainsi qu'ils dépeignent avec soin les armes de ceux qu'ils connaissent, mais pas la moindre trace de celui qu'ils avaient tenu en un tel mépris. Il s'est esquivé, pense-t-il, en le voyant absent de la mêlée. Ne l'apercevant pas, la reine eut envie d'envoyer quelqu'un pour le chercher dans les rangs et le trouver. Pardon, je vais faire ça. Et elle ne voit pas qui d'autre s'en acquitterait mieux que celle qui, pour elle, y alla la veille. Elle l'appelle sur-le-champ et lui dit « Allez donc monter sur votre palefroid, mademoiselle. Je vous envoie au chevalier d'hier. Cherchez-le, trouvez-le enfin et n'y mettez aucun retard. Redites-lui ceci sans plus, qu'il fasse encore au pis. Après le lui avoir enjoint, écoutez bien ce qu'il répond. »
Celle-ci ne s'attarde pas. Elle avait bien noté la veille de quel côté il partirait, car elle avait la certitude qu'on l'enverrait encore à lui. Elle se dirige à travers les rangs et trouve enfin le chevalier. Aussitôt, elle va tout bas lui dire qu'il fasse de nouveau au pis s'il veut avoir les bonnes grâces de la reine qui le lui mande. Et lui, puisque c'est elle qui leur donne, de répondre qu'elle en soit remerciée. Elle est repartie tout de suite. Voici que des huées s'élèvent. Hommes de troupe, écuyers, jeunes gens se sont tous écriés « Merveille! Voilà l'homme aux armes vermeilles! Il est de retour, mais pourquoi? Il n'y a pas d'être au monde aussi vil, aussi méprisable et déchu. C'est lâcheté qu'il gouverne, il ne peut rien faire contre elle. » La demoiselle s'en retourne. Elle est allée jusqu'à la reine qui ne lui a pas laissé de répit avant d'entendre la réponse qui lui a réjoui le cœur, parce qu'elle est sûre à présent que c'est lui, à qui elle est toute et qui, sans faute, est tout à elle. Et elle demande à la jeune fille de repartir vite en arrière, lui dire qu'il fasse du mieux qu'il peut. C'est là sa prière et son ordre. Celle-ci répond qu'elle ira tout de suite sans s'attarder. Elle est redescendue des loges rejoindre son valet qui l'attendait en lui gardant son palefroid. Elle se met en selle et va sans s'arrêter trouver le chevalier et de lui dire sur le champ « Monseigneur, madame vous mande cette fois que ce soit du mieux que vous le pourrez. » Vous lui direz, lui répond-il, que rien ne peut m'être pénible à faire si cela lui plaît car sa volonté fait tout mon désir. Elle, alors, n'a pas été longue à venir porter ce message, se doutant bien qu'il ravirait de bonheur le cœur de la reine. Elle est allée au plus droit qu'elle a pu dans la direction des tribunes. Aussitôt, la reine s'est levée pour s'avancer à sa rencontre, sans aller pourtant jusqu'en bas. Elle préfère attendre en haut des marches, tandis que vient celle qui sait bien s'acquitter d'un message agréable. La voici qui monte les marches et qui est venue jusqu'à elle. « Je n'ai jamais vu, madame, dit-elle, un chevalier d'aussi grand cœur, car sa volonté est si absolue de faire tout ce que vous commandez qu'à vous dire la vérité, il reçoit du même visage le bien comme le mal. »« Ma foi, dit-elle, c'est possible. » Elle revient alors devant la baie pour regarder les chevaliers. Lancelot ne veut plus attendre. Il saisit l'écu par les brides, brûlant du désir le plus vif de faire éclater sa prouesse. Puis, guidant la tête de son cheval, il l'a lancé à fond entre deux rangs. Ils en resteront bientôt stupéfaits. Tous ceux à qui il a donné le change et qui se sont moqués de lui toute une part du jour et de la nuit. Il ne les a que trop longtemps amusés à leur grande joie. Tenant son écu embrassé par les poignets, le fils du roi d'Irlande s'est lancé d'en face, à bride abattue contre lui. Mais leur heurte à tous deux est telle que pour le fils du roi d'Irlande, l'envie de la joute est passée. Sa lance se brise en morceaux car il n'a pas frappé sur de la mousse mais sur des lattes d'un bois dur et sec. Dans cette joute, Lancelot lui a appris un maître coup, en lui plaquant l'écu contre le bras, puis le bras contre le côté pour l'envoyer rouler à terre. Des chevaliers partent en flèche des deux camps à coups d'éperon, les uns pour le sortir de là, les autres pour y faire obstacle. Les premiers comptent aider leur seigneur pour la plupart, ils vident les arçons au beau milieu de la mêlée. Mais de toute cette journée, Gauvin n'a pris part au combat, bien qu'il fût là avec les autres. Il avait un si grand plaisir à voir les prouesses qu'accomplissait le chevalier aux armes rouges que venait s'éteindre à ses yeux tout l'éclat de celles des autres. Elles disparaissaient devant les siennes. Le héros s'en trouve ragaillardi et tous de l'entendre crier « Voici celui qui en prendra la mesure. Vous allez voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui éclatera sa prouesse. » Et le chevalier dirige autre part son cheval, courant à l'attaque d'un adversaire et élégamment vêtu. Le coup est si fort qu'il l'envoie au sol à 100 pieds, voire plus, de son cheval. Il se montre ensuite si bon à l'épée tout comme à la lance que tous ceux qui assistaient sans combattre sont à la fête en le voyant. Même parmi les combattants, plus d'un y prend un vif plaisir car c'est un vrai régal de voir comment il renverse par terre chevaux et chevaliers ensemble. Ils sont très peu, quand vient le choc à demeurer encore en selle. Et puis il donne à qui les veut tous les autres qu'il a gagnés. Et tous les moqueurs de la veille de s'écrier « C'est notre mort et notre honte. Nous avons eu le plus grand tort de le dénigrer et de l'humilier. Il en vaut à lui seul bien 1000 de ceux qu'on voit sur ce champ de bataille. Il a vaincu et surpassé tous les chevaliers de ce monde. Aucun ne peut se comparer à lui. »
Mais les demoiselles disaient, tout en ouvrant des yeux émerveillés, qu'il leur ôte tout espoir de mariage, car elles n'osaient pas se fier à leur beauté, à leur richesse ou aux privilèges de leur naissance, au point d'en obtenir qu'ils daignent pour son charme ou son bien épouser l'une d'elles. C'était un chevalier de trop haute valeur. Mais voici cependant le vœu qu'elles ont presque toutes formulé. Sans mariage avec celui-ci, pas de mariage dans l'année, pas d'autre mari d'ici là. Cependant la reine, lorsqu'elle entend de quels espoirs elle se flatte, en a ri au fond d'elle-même. Se verrait-il offrir là, devant lui, tout l'or de l'Arabie? Elle sait bien qu'il ne prendrait pas pour autant la meilleure, la plus belle et la plus gracieuse parmi toutes celles qui n'ont Dieu que pour lui. Elles ont un seul et même désir, c'est de l'avoir chacune à soi. Elles se jalousent l'une l'autre comme s'il était déjà leur mari. N'est-il pas d'une telle adresse qu'à le voir? Elles sont d'avis, tant il leur plaît, que personne ne saurait faire autant d'armes que lui. Pour ces hauts faits, au moment de se séparer, on a dit sans mentir dans les deux camps qu'il avait été sans pareil, le chevalier à l'écu vermeil. Tous l'ont affirmé. C'était vrai. Mais son écu, au moment du départ, il l'a laissé tomber parmi la foule, là où il l'a vue la plus dense, ainsi que sa lance et la housse du cheval. Puis il s'éloigne à grande allure. Il a si bien su cacher son départ que nul ne s'en est aperçu dans toute l'assemblée réunie là. Le voici qui s'est mis en route. Il s'est hâté d'aller tout droit du côté d'où il était venu pour s'acquitter de son serment. Au moment de se séparer, tous le cherchent et le réclament, sans le trouver, car il s'enfuit, il ne tient pas à être reconnu. Que de trouble et que de tristesse parmi les chevaliers qui, avec joie, l'auraient fêté s'ils l'avaient eu. Mais s'ils ont été contrariés d'avoir été laissés ainsi, les demoiselles, bien plus qu'eux, en l'apprenant, furent chagrines et ont dit que par Saint-Jean de l'année, elles ne se marieront. Faute de celui qu'elles aiment, les autres en sont tenues pour quitte. Le tournoi se termine ainsi sans qu'aucune ait pris de mari. Lancelot ne s'attarde pas, mais revient vite à sa prison. Or, le sénéchal arrive 2 ou 3 jours plus tôt que lui. Il demanda où il était, et la dame qui lui avait fait don de ses armes vermeilles en parfait état et si belle de son cheval et du harnais a dit au sénéchal la vérité et comment elle l'envoya à la compétition du Pi, là où le tournoi eut lieu. « Ah, madame, lui dit le sénéchal, vous ne pouviez pas faire pis. Il m'en viendra, je crois, bien du malheur, car Méléagant, mon seigneur, me fera pis qu'il n'advienne d'une épave si j'avais dû faire naufrage. Ce sera ma mort et ma ruine dès qu'il en aura connaissance. Il sera sans pitié pour moi. Soyez sans crainte, cher seigneur, fait la dame. Il est inutile de concevoir tant de frayeur, rien ne peut le retenir loin d'ici. Il m'a juré sur les reliques saintes qu'il reviendrait au plus tôt qu'il pourrait. Le sénéchal est aussitôt en selle. Il va voir son seigneur et lui raconte toute l'affaire survenue. Mais le voici plus rassuré quand il apprend de lui comment sa femme reçut le serment qu'il reviendrait dans sa prison. Il ne se mettra pas en faute, dit Méléagant, j'en suis sûr. Je regrette pourtant beaucoup tout ce que votre femme a fait. Je n'aurais pas voulu, quoi qu'on pût me dire, qu'il se rendît à ce tournoi. Mais repartez donc maintenant et veillez à son arrivée à ce qu'il soit si bien gardé qu'il ne sorte plus de prison et qu'il ne soit pas libre de ses mouvements. Et hâtez-vous de m'avertir. Il en sera fait, dit le sénéchal, comme vous l'ordonnez. Et il s'en va. Il a trouvé Lancelot de retour, qui se tenait prisonnier à sa cour. Un messager est reparti, envoyé par le sénéchal tout droit à Méléagant pour lui dire que Lancelot est rentré. Dès qu'il l'apprend, il réunit maçons et charpentiers, lesquels ont dû, bon gré mal gré, faire ce qu'il leur commanda. Il fit venir les meilleurs du pays et leur a dit de lui bâtir une tour et de faire effort pour la terminer au plus vite. Le long de la mer en fut prise la pierre, car près de Gorre, au voisinage, s'étend un large bras de mer. En son milieu était une île bien connue de Méléagant. C'est là qu'il fit prendre la pierre et le madrier pour bâtir la tour. En moins de 57 jours, la tour était parachevée, bien fortifiée, les murs épais, de larges dimensions. Une fois qu'elle fut construite, il fit amener Lancelot de nuit et il le mit dedans. Il donna l'ordre de murer les portes et força tous les maçons à jurer que de leur vie, ils ne diront jamais un mot sur cette tour. Il voulait ainsi la garder secrète. Pas de porte ni d'ouverture, sauf une petite fenêtre. Voilà où Lancelot dut vivre. On lui donnait de quoi manger bien maigrement en le privant par cette petite fenêtre juste mentionnée à l'instant sur les ordres de ce traître et méchant personnage.
Ayant donc fait ce qu'il voulait, Méléagant se rend ensuite droit à la cour du roi Arthur. Le voici déjà arrivé. Sitôt qu'il fut devant le roi, sans retenue, gonflé d'orgueil, il lui adresse ce discours. « Roi, à ta cour et devant toi je dois, par un serment, livrer bataille. Mais je ne vois pas trace de Lancelot qui s'y engagea contre moi. Néanmoins, ainsi que je le dois, j'offre la bataille devant tous ceux que je vois présents ici même. S'il est en ces lieux, qu'il s'avance et qu'il soit prêt à me tenir parole dans un an, jour pour jour, à votre cour. J'ignore si on vous a dit comment, mais dans quelles circonstances fut décidée cette bataille, mais j'aperçois ici des chevaliers qui ont été présents à nos accords et ils pourraient vous renseigner s'ils avouaient la vérité. Mais s'il prétend nier la chose, je le prouverai contre lui, sans le secours d'autres services. » La reine qui était assise auprès du roi l'attire à elle et lui glisse ces premiers mots. « Sire, connaissez-vous cet homme? C'est Méléagant qui me captura quand le sénéchal Queux m'avait en garde. Que de honte et le mal il lui causa. » Et le roi lui a répondu. « Madame, je l'ai bien compris, je sais parfaitement que c'est lui qui tenait mon peuple en exil. » La reine alors n'en parle plus, tandis que le roi s'est tourné vers Méléagant pour lui dire « Ami, que Dieu m'en soit témoin, de Lancelot nous n'avons pas de nouvelles et c'est notre tourment. » « Sire roi, fait Méléagant, Lancelot m'a bien dit qu'ici sans faute je le trouverai. La sommation de la bataille ne peut être faite qu'à votre cour. Je demande à tous les seigneurs ici présents de m'en être témoins. D'ici un an, je l'en mets en demeure en vertu des accords passés le jour où la décision en fut prise. » À ces mots, monseigneur Gauvin s'est levé, car ce qu'il entend lui a profondément déplu. « Sire, dit-il, de Lancelot, il n'y a pas de trace en ce pays, mais nous le ferons rechercher. S'il plaît à Dieu, on le trouvera avant que l'année ne s'achève, à moins qu'il ne soit mort ou en prison. Mais s'il ne vient pas, accordez-moi ce combat, je le remplacerai. Pour Lancelot, je porterai les armes au jour dit, s'il ne vient pas avant. » « Oh, pour Dieu, dit Méléagant, mon très cher roi, acceptez, c'est son vœu. C'est aussi ma prière. Je ne connais de chevalier au monde, à l'exception de Lancelot, avec qui je voudrais autant me mesurer. Soyez cependant bien certain que si l'un de ces deux ne me combat, je n'accepterai en échange personne sur qui me rabattre. » Le roi a donné son accord. Si Lancelot n'arrive à temps, sur ce, Méléagant les quitte et il s'éloigne de la cour. Il n'a de cesse qu'il ne retrouve le roi Bademagus, son père. Devant lui, comme pour montrer sa prouesse et son importance, il s'est composé un visage qui les a tous émerveillés. Dans sa ville de Bade, ce jour-là, le roi tenait une cour très joyeuse. C'était le jour de son anniversaire. Aussi tenait-il cour plénière. Une foule de gens divers étaient venus, très nombreuses avec lui, et dans la grande salle se pressaient les chevaliers et les demoiselles. Parmi elles s'en trouvait une, qui était la sœur de Méléagant, et dont je vous dirai plus loin ce qu'à son propos j'ai en tête et pourquoi j'en ai fait mention. Je ferais tort à mon récit si pour l'instant j'en disais plus. Je ne veux le rendre difforme, l'altérer ou lui faire violence, mais je veux qu'il suive un droit chemin. Pour le moment, je m'en tiens à ceci. Méléagant, après son arrivée devant eux tous, petits et grands, a dit à son père d'une voix forte « Mon père, que Dieu est votre âme, dites-moi s'il vous plaît la vérité. Ne doit-il pas être rempli de joie? N'est-il pas de grande vaillance celui qui à la cour du roi Arthur est redouté grâce à ses armes ?» Sans entendre plus, son père a répondu à sa question. « Mon fils, tous ceux qui ont quelque valeur doivent servir et honorer celui qui a un tel mérite et vivre dans sa compagnie. » En le flattant, il l'invite à ne plus cacher davantage la raison de ce rappel et à dire ce qu'il veut, ce qu'il cherche et d'où il vient. « Sire, lui dit son fils Méléagant, je ne sais pas si vous vous souvenez des arrangements convenus en des termes bien confirmés quand un accord fut trouvé par vos soins entre Lancelot et moi-même. Devant plusieurs témoins, il nous fut dit, comme on l'envisagea, je crois, que nous devions être prêts à combattre au bout d'un an, tous les deux à la cour d'Arthur. J'y suis allé en temps voulu, ayant pris les dispositions conformes à l'objet de ma venue. Je fis tout ce que je devais, je réclamais et cherchais Lancelot, mon adversaire en cette affaire, mais je n'ai pu le retrouver. Il s'est enfui bien loin.
Mais je ne suis pas reparti sans que Gauvin m'ait juré, si Lancelot n'est plus en vie ou s'il ne vient pas dans les délais, qu'on ne repoussera pas la bataille. J'en ai sa parole formelle et qu'il s'en chargera lui-même contre moi à la place de Lancelot. Arthur n'a pas de chevalier aussi prisé que lui, c'est bien connu. Mais avant que les sureaux refleurissent, je verrai bien, pour peu qu'on vienne aux prises, si le renom s'accorde au fait. Ah, je voudrais que ce fût maintenant. Mon fils, dit le père, tu passes à bon droit ici pour un fou. Qui n'en savait rien peut apprendre de ta bouche maintenant ta folie. On dit vrai, cœur vaillant et humble, mais l'homme égaré par l'orgueil sera toujours plein de folie. En le disant, mon fils, je pense à toi, à tes mauvaises qualités, à ton cœur sec et sans douceur. Par trop fermé à la pitié. Tu es enflammé de fureur, voilà pourquoi je te méprise, et c'est ce qui te perdra. Si tu as quelque valeur, des gens s'en porteront témoin sans faute au moment où il le faudra. Un homme de bien ne doit pas vanter sa bravoure pour mieux relever son exploit. L'exploit se suffit à lui-même. Tu n'augmentes pas ton renom de la valeur d'une alouette à faire ton éloge et tu perds mon estime. Je te fais la leçon, mon fils, mais à quoi bon ? Parler à un fou, c'est peine perdue, on ne fait rien que s'épuiser à vouloir guérir un fou de sa folie. Le bien qu'on enseigne en toute clarté ne vaut rien s'il n'est mis en œuvre, il s'envole et se perd tout aussitôt. Méléagant fut hors de lui et pris d'une rage violente. Non, jamais aucun être humain, je peux vraiment vous l'affirmer, ne se montra plus gonflé de colère qu'il n'était, et dans sa fureur la paille fut rompue entre eux, car il a perdu tout respect pour son père en lui répondant. Parlez-vous en rêve, vous délirez-vous quand vous me traitez d'insensé si je vous expose ma situation? Je croyais bien venir à vous comme à mon père et à mon seigneur. Vous n'en donnez pas l'apparence, vous m'insultez indignement plus qu'il ne convient, je le pense. Vous ne pourriez même pas expliquer pourquoi vous avez commencé. Oh, si je le peux. Et pourquoi ? C'est que je ne vois rien en toi qui ne soit pas folie furieuse. Je connais le fond de ton cœur, il fera ton malheur. Et maudit soit qui en viendra à penser que Lancelot, si courtois, prisé de tous hormis de toi seul, se soit enfui par peur de toi. Mais il est mort et enterré, peut-être aussi bien enfermé dans une prison à la porte close qu'il n'a pas la permission d'en sortir. Mais c'est une chose dont, à coup sûr, j'aurais une extrême douleur, s'il était mort ou en détresse. Ah, quelle perte ce serait si un être aussi rayonnant de tant de beauté, de valeur et de grâce était trop tôt anéanti. Mais plaise à Dieu que ce soit faux. Bademagus se tait alors. Mais tout ce qu'il avait pu dire avait été bien entendu par une fille qu'il avait. C'était la demoiselle, apprenez-le, dont j'ai parlé un peu plus haut. Son cœur est triste en écoutant ce qu'on disait de Lancelot. On l'a mis, comprend-elle, dans un cachot, puisqu'on n'a vent ni trace de lui. Que je sois damnée, se dit-elle, si je prends jamais de repos avant d'en avoir obtenu des nouvelles sûres et vraies. Aussitôt, sans tarder un instant de plus, sans parler ni faire de bruit, elle court monter sur une mule qui était fort belle et légère à la main. Mais, quant à moi, je peux vous dire qu'elle ne sait pas, en quittant la cour, de quel côté se diriger. Ne sachant rien, ne s'enquérant de rien, elle prend le premier chemin qu'elle voit et s'en va bon train sans savoir où à l'aventure, sans chevalier ni serviteur. Elle se hâte dans le seul désir d'atteindre le but qu'elle poursuit. Que d'efforts et que d'entreprises! Ce ne sera pas pour sitôt. Il ne faut pas qu'elle s'arrête ou s'attarde en un lieu longtemps si elle veut mener à bien ce qu'elle s'est mise en pensée de faire. Tirer Lancelot de prison après l'avoir trouvé, si c'est possible. Mais je crois bien qu'elle devra aller dans maints et maints pays pour les explorer en tous sens avant d'avoir de ses nouvelles. Mais à quoi bon vous raconter ces haltes et ces longues étapes? Elle a eu beau faire tous les chemins, monter, descendre et remonter. Un mois ou plus s'est écoulé sans qu'elle en ait appris ni plus ni moins que ce qu'elle savait, autant dire rien, d'un bout à l'autre. Un jour, qu'en traversant un champ, elle avançait triste et pensive, elle aperçut au loin sur le rivage une tour, près d'un bras de mer. Mais, à une lieue à la ronde, on ne voyait cabane ni maison. C'était bien l'œuvre de Méléagant, qui, dedans, avait mis Lancelot, ce qu'elle ne savait pas.
Mais à peine l'eut-elle aperçu qu'elle y a fixé son regard sans plus pouvoir l'en détourner. Son cœur lui garantit sans faute qu'elle a trouvé ce qu'elle a tant cherché. Maintenant elle touche au terme. Après l'avoir tant mise en peine, fortune enfin l'y a menée tout droit. La jeune fille approche de la tour, elle finit par l'atteindre. Elle la contourne en prêtant l'oreille avec toute son attention, pour être bien sûre de ne pas manquer d'entendre ce qui pourrait la mettre en joie. Elle regarde au pied, puis fixe le sommet. Elle voit que la tour est haute, massive et forte. Mais elle reste très surprise de n'y voir de porte ni de fenêtre, excepté une, étroite et basse. Cette tour si haute et bien droite n'avait ni escalier ni échelle. C'est à dessein, elle en est sûre. Lancelot doit être dedans. Mais elle en aura le cœur net avant d'accepter de manger tant soit peu. Elle avait son nom à la bouche, elle veut crier Lancelot, mais se retient en entendant, pendant qu'elle faisait silence, une voix qui se lamentait au sein de cette étrange tour fortifiée et qui n'appelait que la mort. Il désire la mort, il veut mourir celui qui a ainsi trop de tourments. Il ne faisait plus cas de soi ni de sa vie, tout en disant faiblement à voix basse et rauque « Ah, fortune, comme ta roue a tourné pour moi de façon cruelle. Pour mon malheur, tout est mis à l'envers. J'étais au sommet, je suis tout au bas. J'étais heureux, me voici mal. Tu pleures sur moi, mais avant tu me souriais. Malheureux, pourquoi t'y fier quand elle a tôt fait de t'abandonner? En peu de temps, je suis tombée par son fait de si haut, si bas. Fortune, en te jouant de moi, tu as mal agi. Que t'importe? Rien ne compte pour toi, quoi qu'il arrive. Ah, Sainte Croix, ah, Saint-Esprit. C'est ma destruction, c'est ma perte, c'est mon anéantissement. Gauvin, vous dont le mérite est si grand, dont la vaillance est sans égale, ne faut-il pas que je m'étonne que vous ne m'ayez pas secouru? Vraiment, vous avez trop tardé, pardon. Gauvin, vous dont le mérite est si grand, dont la vaillance est sans égale, ne faut-il pas que je m'étonne que vous ne m'ayez pas secouru? Vraiment, vous avez trop tardé, c'est un manque de courtoisie. Celui que vous aimiez autant aurait bien dû avoir votre aide. De ce côté de la mer et de l'autre, oui, je le dis sans hésiter. Dans les lieux écartés, les plus secrets, partout où je vous aurais cherché 7 années durant, ou 10 même, si je vous savais en prison, avant de vous avoir trouvé. Mais à quoi bon cette querelle? Je ne compte pas assez à vos yeux pour que vous preniez tant de peine. Comme dit le proverbe avec raison, on a du mal à trouver un ami, et c'est dans le besoin que l'on reconnaît l'ami véritable. Hélas, cela fait plus d'1 an qu'on m'a mise en prison dans cette tour. J'affirme que c'est une faute, Gauvin, de m'y abandonner, mais vous n'en savez rien peut-être. Peut-être que je vous blâme à tort. C'est bien vrai, j'en conviens. Quelle injure et quelle injustice d'avoir eu cette pensée, car je suis sûre que rien sous la voûte du ciel ne vous eût empêché, vos gens et vous, de venir me sortir du mal et de l'adversité si vous aviez connu la vérité. De plus, c'était votre devoir comme compagnon pour notre amitié. Je ne peux concevoir cela autrement. Mais cela ne sert à rien de rêver à l'impossible. Ah, puisse-t-il être maudit de Dieu et de Saint-Sylvestre, et par Dieu anéanti, celui qui si honteusement m'enferme. C'est le pire de ceux qui vivent, c'est Méléagant, l'envieux, qui m'a fait le pis qu'il pouvait. Celui dont la vie se passe à souffrir se calme à cet instant, et il s'est tu. Mais celle qui est en bas à attendre a entendu ce qu'il dit et ne veut plus perdre de temps. Elle sait qu'elle touche au but, elle l'appelle avec les mots qu'il faut. « Lancelot !» crie-t-elle le plus fort qu'elle peut. « Ami, vous qui êtes là-haut, parlez-moi, je suis votre ami !» Mais lui dedans n'entendit rien, et elle de crier toujours plus fort. Finalement, dans sa faiblesse, il crut l'entendre et s'étonna. Qui donc peut ainsi l'appeler? Il entend la voix qui l'appelle, mais qui c'était? Il ne le savait pas, il se croit le jouet d'une illusion. Il regarde avec attention autour de lui, au cas où il verrait quelqu'un, mais dans la tour, il est bien seul. « Mon Dieu, dit-il, qu'est-ce donc que j'entends? J'entends parler sans voir personne. Ma parole, c'est plus que fabuleux. Pourtant, je ne dors pas, mes yeux sont grands ouverts. Encore, si cela survenait en songe, je pourrais croire à un mensonge, mais je suis éveillée et c'est ce qui m'inquiète. » Alors, non sans peine, il se lève et va vers l'étroite ouverture à pas faibles, très lentement. Arrivé là, il s'y appuie, cherchant toutes les positions.
Quand il jette les yeux dehors, en regardant comme il peut, il voit celle qui avait crié. Il ne la reconnaît pas, mais du moins il la voit. Elle aussitôt l'a reconnue et lui dit « Lancelot, je suis venu de loin pour vous chercher. La chose est enfin arrivée. Dieu merci, je vous ai trouvé. C'est moi qui vous ai demandé, quand vous alliez vers le pont de l'épée, ce dont que vous m'avez bien volontiers accordé, sitôt réclamé. C'était la tête du vaincu, ce chevalier haï de moi, que je vous fis alors trancher. Pour ce don, pour le service rendu, je me suis ainsi mise en peine et je vous sortirai d'ici. » « Mademoiselle, grand merci, répond alors le prisonnier. Je serais bien récompensé de vous avoir rendu service si je suis mis hors de ces lieux. Si vous pouviez me faire sortir d'ici, je vous fais la ferme promesse, au nom de l'apôtre saint Paul, de vous rester à jamais tout acquis. J'en atteste Dieu et sa face. Il ne se passera pas de jour que je ne fasse tout ce qu'il vous plaira de commander. Vous ne saurez me demander quoi que ce soit qui dépende de moi, sans qu'aussitôt vous l'obteniez. Ami, n'ayez aucune crainte, vous serez tiré de prison et mis en liberté aujourd'hui même. Pour 1000 livres, je ne laisserai pas de vous en faire sortir avant demain. Vous ferez pour vous reposer un long séjour tout à votre aise. Il n'y a pas de chose qui vous plaise que vous n'obteniez si vous voulez. N'ayez plus la moindre inquiétude. Mais d'abord, il me faut chercher dans les parages n'importe où un outil quelconque si je le trouve pour qu'on puisse agrandir ce trou jusqu'à ce que vous y passiez. Dieu vous donne de le trouver, répond-il d'accord avec elle. J'ai de la corde ici en quantité que cette engeance m'a donnée pour que je hisse mes repas. Un pain d'orge très dur et de l'eau trouble qui me donne la nausée. La fille de Bademagus se procure alors un pic bien taillé, aigu et solide. Elle le lui donne aussitôt. Et le voici qui frappe et qui martèle et qui creuse à force de coups, épuisé pourtant par tout cet effort. Il sortit enfin quand ce fut bien large. Quel grand soulagement pour lui! Quelle immense joie, sachez-le, de se voir tiré de prison et de s'échapper de ce lieu où il fut si longtemps tenu en cage. Le voici à l'air libre et prenant son essor. Soyez certains que pour tout l'or répandu à travers le monde, l'aurait-on mis en un seul tas pour le lui donner en paiement, il n'aurait pas rebroussé chemin. Voici donc Lancelot libre, mais si affaibli qu'il chancelait, défaillant presque de fatigue. Avec douceur, pour ne pas le blesser, elle l'a mis par devant sur sa mule, puis ils s'en vont à vive allure. Mais elle sort des sentiers battus, exprès pour qu'on ne les voie pas, chevauchant à la dérobée, car si elle allait à la vue de tous, quelqu'un pourrait les reconnaître qui, peut-être, aurait au fait de leur nuire. Il n'en était pas question. Elle évite ainsi les mauvais passages pour atteindre enfin un manoir qui lui servait de séjour et de retraite pour l'agrément et la beauté du lieu. Et la demeure avec ses gens était tout entière à ses ordres. Tout s'y trouvait en abondance, c'était un lieu sûr et privé. Lancelot y est descendu. À peine est-il arrivé là. Il a été déshabillé. La demoiselle le couche avec douceur sur un lit haut et beau, puis elle le baigne et l'entoure de tant de soins que je ne pourrais pas vous en raconter la moitié. Sa main s'est faite douce. Elle le traite comme s'il eût été son père, le rétablit, lui donne vie nouvelle et change en profondeur son être. Il égale en beauté un ange. Vous ne verriez pas de créature plus prompte ou plus agile. Toute trace de faim et de gale a disparu. Le voici fort, le voici beau. Il se relève. La jeune fille est allée lui chercher la plus belle robe de chevalier qu'elle put trouver, et elle l'en revêt quand il se lève. En la passant, il s'est senti de joie plus léger qu'un oiseau en vol. Lui mettant les bras au cou, il l'embrasse puis il lui dit plein d'amitié « Ami, à vous seul et à Dieu, je dois rendre grâce d'avoir recouvré la santé. C'est vous qui m'avez jeté hors de prison, vous pouvez disposer à votre gré de ma personne, corps et âme, de mes biens et de mes services. Vous avez tant fait pour moi que je suis à vous. Mais voici longtemps que l'on ne m'a vu à la cour d'Arthur, mon seigneur, qui m'a toujours porté un grand honneur. Là-bas, j'aurai beaucoup à faire. Puis-je, ma douce et bonne amie, vous faire avec amour prière de me laisser partir? J'irai là-bas bien volontiers, s'il vous plaisait. » Lancelot, mon doux, mon très cher ami, j'y consens, dit la jeune fille, car où que ce soit, je ne veux que votre honneur et votre bien. Or, elle avait un cheval merveilleux, le meilleur qu'on ait jamais vu. Elle le lui donne. Il l'enfourche, brûlant la politesse aux étriers, et le voilà par surprise en selle. Alors il se recommande de bon cœur à Dieu, qui tout est vérité. Lancelot s'est mis en chemin, si heureux que, même
En m'y engageant, je ne pourrais, quelque effort que je fasse, vous dire sa joie d'avoir pu s'échapper ainsi du piège où il était tombé. Mais maintenant, il se répète sans arrêt que le traître dégénéré qui l'emprisonnait s'est perdu lui-même, c'est lui la dupe dont on rit. Oui, malgré lui, j'en suis sortie. Il jure par Dieu en personne, le créateur de l'univers, qu'il n'existe pas de trésor de Babylone jusqu'à Gand pour lequel il laisserait échapper Méléagant s'il le tenait et qu'il prit sur lui le dessus. Il lui a fait trop de tort et de honte. Mais les choses en sont venues au point qu'il sera bientôt à même d'en tirer vengeance. Car ce même Méléagant qu'il menace et que déjà il talonne était venu ce jour-là à la cour, sans que personne l'eût mandé. Dès son arrivée, il demanda à monseigneur Gauvin qu'il obtint de voir. Alors ce traître confirmé s'enquiert à lui de Lancelot. L'avait-on retrouvé depuis ? Comme si lui n'en savait rien. Mais justement, il ne savait pas tout, bien qu'il se crût sûr de son fait. Gauvin lui répond sans mentir qu'il ne l'avait pas vu venir depuis. « Puisqu'ainsi je ne le trouve pas, lui dit Méléagant, c'est à vous de venir. Tenez-moi donc parole, je ne vous attendrai pas plus. » « S'il plaît à Dieu en qui je crois, répond Gauvin, je vous tiendrai d'ici peu mes engagements. Je compte bien m'acquitter envers vous. Si on en vient à qui fera le plus de points et que je lance au mieux mes dés, que Dieu et sainte foi m'entendent, je prendrai comme un droit, sans faute, la totalité de la mise. Alors Gauvin, sans plus attendre, a donné l'ordre qu'on jette un tapis là, devant lui, et qu'on l'étende. Les écuyers, devant son ordre, n'ont pas voulu se dérober. Sans la moindre grogne ni harne, ce qu'il exige est accompli. On apporte le tapis, on le place à l'endroit qu'il a désigné. Leur maître alors s'assied dessus, puis il commande de l'armée aux jeunes nobles qu'il voit là, débarrassés de leurs manteaux. Ils étaient 3 parmi ses proches, cousins ou neveux, je ne sais, tous bien éduqués et vaillants. Ils ont si bien su lui mettre ses armes qu'il n'y a dans ce monde rien que l'on pourrait leur reprocher comme une erreur à dénoncer dans le détail de leur service. Après l'avoir armé, l'un d'eux est allé lui chercher un destrier d'Espagne qui était plus véloce à travers champs et bois ou par monts et par vaux que ne le fut le vaillant Bucéphale. Sur ce cheval que je vous dis est monté l'illustre chevalier Gauvin, l'homme le plus courtois qui ait jamais reçu bénédiction. Déjà il saisissait l'écu, quand il vit devant lui descendre Lancelot qu'il n'attendait pas. Quelle merveille de le voir, quand il est si soudainement survenu. Vraiment, sans mentir, Gauvin s'en est émerveillé comme s'il était à l'instant devant ses yeux tombé du ciel. Mais dès qu'il voit que c'est bien lui, rien, quelle qu'en eût été l'urgence, ne peut alors le retenir de mettre aussitôt pied à terre, et d'aller vers lui, les bras tendus, le saluer et l'embrasser. Quelle grande joie et quel bonheur de retrouver son compagnon. Oui, c'est la pure vérité, n'allez surtout pas en douter. À cet instant même, Gauvin aurait refusé qu'on l'élût roi s'il avait dû être sans lui. Déjà le roi, déjà tous savent que Lancelot, n'en déplaise à certains, est revenu tout sain et sauf, lui qu'on attendait depuis si longtemps. Ils en montrent tous une grande joie. Pour le fêter, la cour qui fut longtemps dans cette attente se rassemble. Tous, les jeunes comme les vieux, manifestent leur grande joie. La joie chasse en la dispersant la douleur qui régnait avant. La tristesse s'enfuit, la joie transparaît, qui tous les transporte. Et la reine, prend-elle part à la joie qui se voit partout ? Mais oui, et toute la première. Comment cela ? Dieu, où donc serait-elle ? Si rien ne lui causa jamais plus de joie que cette heureuse arrivée, pourquoi n'est-elle pas venue à lui ? Mais c'est le cas, elle est si près de lui que pour un peu, elle serait presque à suivre en personne son cœur. Où donc est son cœur ? Il couvrait tout joyeux Lancelot de baisers. Alors pourquoi le corps se cachait-il ? Sa joie n'est-elle pas entière ? S'y mêle-t-il dépit ou haine ? Non, vraiment, d'aucune façon. Mais il y a nombre de gens, le roi et d'autres, là, présents, avec leurs yeux tout grands ouverts, qui pourraient vite tout comprendre si elle avait laissé son cœur devant tous dicter sa conduite. Et si raison n'avait chassé tant de passions, de pensées folles, on aurait connu le fond de son cœur et c'eût été une immense folie. Aussi raison a-t-elle enfermé, enchaîné ce cœur trop fou et ses folles pensées. Recouvrant un peu son bon sens, elle remet la chose à plus tard pour guetter le moment propice et trouver un lieu plus discret où ils viendraient à meilleur port que là où ils sont à présent.
Le roi rend de grands honneurs à Lancelot. Après lui avoir bien marqué sa joie, il lui a dit « Ami, voici longtemps vraiment que je n'ai eu un tel plaisir d'apprendre des nouvelles de quelqu'un comme je le fais de vous. Mais je m'étonne. Dites-moi où, en quel pays vous avez pu rester si longuement? Durant l'hiver, durant l'été, je vous ai fait chercher partout sans que personne vous trouvât. » « Cher Seigneur, répond Lancelot, je peux vous dire en peu de mots exactement ce qui m'est arrivé. Méléagant m'a maintenu, cet infâme traître, en prison depuis le jour où les captifs en son pays ont été libérés. Il m'a fait vivre indignement dans une tour en bord de mer. C'est là qu'il m'a fait enfermer. J'y mènerais encore une vie de souffrance si je n'avais eu une amie, une jeune fille à qui autrefois j'avais rendu quelques services. Et elle, pour ce don minime, s'est montrée en retour très généreuse, m'apportant honneur et bienfaits. Quant à celui que je déteste en tout et à qui je dois la honte et le mal qu'il m'a procuré sans relâche, j'entends lui payer tout son dû ici même, sans plus attendre ce qu'il est venu chercher, il l'aura. Il ne faut pas qu'il reste là à attendre, car voici près tout son gain principal et intérêt. Dieu veuille qu'il en tire gloire. Gauvin s'adresse à Lancelot. Ami, fait-il, ce paiement-là, je peux le faire à votre créancier. Ce n'est qu'un modeste service. Et puis je suis déjà en selle, prête au combat, vous le voyez. Mon doux ami, ne me refusez pas ce dont je le voudrais, je le réclame. Plutôt se laisser arracher un œil de la tête, répond-il, les deux mêmes, que de devoir y consentir. Rien de tel n'arrivera, il le jure. Sa dette, il la remboursera lui-même, car il en a de sa main fait serment. Gauvin comprend bien qu'il est inutile de chercher d'autres arguments. Il retire de son dos son aubert et il ôte toutes ses armes. C'est Lancelot qui s'en revêt sans prendre le moindre retard. L'heure ne lui semble jamais venir où ses comptes seront en règle. Il ne connaîtra pas de bonheur avant d'avoir payé Méléagant, dont l'étonnement est sans borne devant la merveille qu'il voit. Pour un peu, il perd la raison, car c'est à en devenir fou. Quel insensé j'ai donc été de n'être pas allé voir avant de venir, si je ne le tenais bien toujours emprisonné dedans ma tour, celui qui vient de me jouer ce tour. Mais pourquoi, grand Dieu, y serais-je allé? Comment aurais-je pu penser qu'il fût capable d'en sortir? Les murs ne sont-ils pas bien compacts, la tour assez haute et puissante? Aucun trou ni aucune faille par où il aurait pu passer sans trouver d'aide du dehors. Le secret fut trahi, peut-être. Admettons qu'à force d'usure, les murs se soient tout écroulés, n'aurait-il pas péri avec le corps broyé, déchiqueté? Mais oui, par Dieu, et tout entier. Les murs tombés, c'était sa mort. Mais avant qu'ils ne tiennent plus, c'est la mer tout entière qui viendra à manquer sans qu'il reste une seule goutte d'eau, et ce sera la fin du monde où il faudra les abattre de force. Non, il en va tout autrement. Pour sortir, il a eu de l'aide, sans quoi il ne se serait pas envolé. Je dois ma perte à des complices. Quoi qu'il en soit, il est dehors. Si j'avais bien su m'en garder, rien de tel ne serait arrivé. On ne l'aurait pas revu à la cour. Mais je me repens bien trop tard. Le paysan, soucieux de la vérité, a un proverbe bien établi. Il est trop tard pour fermer l'écurie quand le cheval a été volé. Je suis bien sûr de connaître à présent le plus honteux des traitements. À moins d'avoir beaucoup à souffrir, combien me faudra-t-il souffrir? Qu'importe. Aussi longtemps que je tiendrai, je lui donnerai fort à faire, si Dieu le veut, en qui j'ai foi. Il cherche ainsi à se réconforter et il ne demande plus rien d'autre que de venir en champ clos face à face avec Lancelot. Cela ne peut tarder, je crois, car Lancelot vient à l'attaque en vue d'une prompte victoire. Mais avant qu'il ne se livre assaut, le roi leur dit d'aller tous deux plus bas dans la lande au pied de la tour. Il n'y a plus belle jusqu'en Irlande. Et ils le font, ils vont là-bas en dévalant vite la pente. Le roi les suit avec sa cour en masse, groupe après groupe. Ils s'y rendent tous, sans nulle exception, tandis qu'aux fenêtres maints autres viennent, la reine avec les dames et les jeunes filles dont maintes étaient de grande beauté. Dans cette lande, il y avait un sycomore qui ne pouvait être plus beau. Il tenait une large place, environné tout en bordure d'un tapis d'herbes fraîches et belles qui en toute saison était nouvelle. Au pied du noble sycomore qui remontait au temps d'Abel, jaillissait une source claire. Elle s'écoulait vivement sur un beau fond de gravier net qui brillait comme de l'argent. Par un conduit qui était fait, je crois, de l'or fin le plus pur, elle s'enfuyait à travers la lande entre deux bois dans un vallon. Là, il pète au roi de s'asseoir, qui trouve plaisir à tout ce qu'il voit. Il donne l'ordre qu'on s'écarte.
Et Lancelot fond aussitôt avec violence sur Méléagant qui était l'objet de toute sa haine. Mais avant de venir le frapper, il l'a menacé à voix haute. « Venez par là, je vous défie, soyez de plus bien assurés que je n'entends pas vous épargner. » Il éprenne alors son cheval et revient un peu en arrière à une portée d'arc au moins. Puis l'un contre l'autre, ils se lancent de toute la vitesse de leurs chevaux. Ils se portent aussitôt un coup si rude sur les écus qu'ils ont solides, qu'ils les transpercent de part en part, mais sans se blesser ni l'un ni l'autre et sans s'atteindre dans leur chair. Sans s'arrêter, ils passent outre, puis reviennent se donner un grand coup de tout l'élan de leurs chevaux sur les écus qui les protègent. Ce sont des chevaliers impétueux, pleins de vaillance et de courage. Leurs chevaux aussi ont force et vitesse. Dans la violence de ce choc, les écus qu'ils portent au cou sont traversés par les deux lances qui, sans avoir été brisées, sont parvenues de vive force jusqu'au contact de leur chair. Leur poussée réciproque est si brutale qu'ils se sont renversés à terre. Poitrail, sangle, ni étrier n'ont pu empêcher qu'ils ne vident chacun leur selle par derrière et ne tombent sur la terre nue. Les chevaux affolés errent en tous sens. L'un se met à ruer à l'autre et l'autre à mordre, prêts tous deux à s'entretuer. Les chevaliers jetés à bas se sont relevés au plus vite et ils ont tiré aussitôt leurs épées où des lettres étaient inscrites. L'écu à hauteur de visage, ils sont désormais occupés à se faire tout le mal possible avec leurs épées à l'acier tranchant. Mais Lancelot ne le craint pas, car, en escrime, il en savait 2 fois plus que son adversaire. Dès l'enfance, il l'avait apprise. Tous deux se frappent de grands coups sur les écus retenus à leur cou et sur les aumes au cercle d'or. Les voilà brisés et cabossés. Mais Lancelot le serre de très près. D'un coup porté avec puissance sur son bras droit, bardé de fer, qui était à découvert par devant son écu, il le lui a tout net tranché. Quand l'autre sent le dommage subi, cette main droite qu'il a perdue, il se dit qu'il la vendra chèrement s'il peut en trouver l'occasion, sans y manquer pour rien au monde. Il ressent tant de rage et de douleur qu'il est prêt d'en devenir fou. Il fait peu de cas de lui-même s'il ne peut lui jouer quelques mauvais tours. Il fonce sur lui, croyant le surprendre, mais Lancelot a bien pris garde. Avec son épée bien tranchante, il l'entame d'un tel coup de taille qu'Avril et Mai passeront avant qu'il se remette. Il lui rentre le nasal dans les dents, dont 3 se trouvent brisées. Méléagant suffoque de colère au point d'en perdre la parole. Il ne daigne pas non plus demander grâce. Il est trop prisonnier de la folie de son cœur qui l'instruit à contresens. Lancelot vient, lui délace le haut mais lui tranche la tête. Il ne peut plus s'y dérober. Il est tombé mort. C'en est fait de lui. Mais personne, je vous l'assure, parmi l'assistance n'eut à sa vue la moindre pitié de lui. Le roi ainsi que tous les autres en ont montré beaucoup de joie. Ceux qui en sont les plus heureux désarment alors Lancelot et l'emmènent dans l'allégresse. Seigneur, si je parlais encore, j'aurais dépassé mon sujet. Je m'apprête donc à conclure. Le roman est ici complètement terminé. Godefroy de Lagny, le clerc, a mené à bonne fin la charrette, mais qu'on ne vienne pas le blâmer s'il a continué l'œuvre à la suite de Chrétien. Il ne l'a fait qu'avec l'accord de Chrétien qu'il a commencé. Il a poursuivi à partir du moment où Lancelot venait d'être emmuré pour aller aussi loin que dure le récit. Telle est sa part. Il ne veut rien ajouter ni retrancher pour ne pas gâter le conte. Ici prend fin le roman de Lancelot de la Charrette. Et voilà. Et c'est la fin de cette lecture et j'espère que vous m'avez entendu sans entendre trop le vent. Mais je n'en suis pas sûre. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était une violence, cette bataille finale. Enfin, être enfermé aussi dans une tour, c'est d'une violence, sans manger ni boire. Tout seul dans le noir. Ouais. L'humanité, c'est décidément comment faire le mal. Il y a toujours beaucoup d'imagination pour ça. J'ai un frisson.
Ce serait bien qu'on ait autant d'imagination pour faire le bien. Et qu'on le réalise autant que le mal, ouais. Bon, mais c'est sans doute le cas, mais c'est moins glorieux apparemment. Je dis tout et n'importe quoi. Bon, ce n'est pas nécessaire de se battre. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Mais enfin, j'espère que la lecture de ce livre ne vous aura pas donné l'envie de vous battre, en fait, et de combattre, de vous engager dans l'armée. Pardon. Il y a une telle comment on dit une telle on va dire publicité pour ça. Et puis comme ça peut être une façon d'obtenir des diplômes, et c'est là où il y a le plus de si on coupe les moyens dans certaines voies, dans la défense et tout ce qui est militaire, on les augmente. Alors voilà, parfois on se dit que c'est peut-être le meilleur choix et je suis pas forcément sûre. Il faut bien réfléchir quand on fait les choses. Je pense que c'est nécessaire de réfléchir quand on s'engage là-dedans. Ça peut être une bonne voie, mais il faut vraiment que ce soit un choix mûrement réfléchi, en sachant vraiment à quoi on s'expose. Voilà. Comme vous le savez, je suis plus Boris Vian que... Mais bon. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. J'ai dit tout et n'importe quoi. Mais après une lecture d'1 heure, donc j'ai peut-être je n'ai plus aucun vocabulaire. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout prenez soin de vous. Et merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine lecture. Bonne soirée.